Une tête pleine, on est d'une poche pleine, la richesse, l'esprit dépasse la richesse matérielle. Seulement on vit dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y'a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Un esprit cultivé est une forteresse imprenable. L'ignorance, elle est un chapeau de sable. Alors, je m'appelle Mathieu Rigouste, je suis chercheur indépendant en sciences sociales. Indépendant, ça veut dire du coup en dehors de l'université, même si je travaille avec des universitaires, mais je travaille aussi beaucoup avec des militants, avec toutes sortes de personnes, parce que j'essaye de faire, avec les méthodes critiques en sciences sociales, des outils pour les luttes. Et donc, je travaille aussi depuis les luttes, depuis les résistances populaires. Voilà, dans l'idée que mieux on comprend les mécaniques de domination, mieux on est armé pour se défendre et se libérer collectivement. Et donc là, on va se parler d'un livre qui s'appelle La police du futur, qui est paru aux éditions 10-18 et voilà, qui est le développement d'un article que j'avais publié un peu en amont et qui vient parler beaucoup du business, de la surveillance, de la répression et puis d'essayer de voir un peu aussi ce qui lui résiste. Mathieu Rigouste, bonjour et bienvenue dans l'émission La Plume des quartiers. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la vision de la police du futur telle que décrite dans votre livre et quelles sont les principales innovations technologiques qui la composent? Alors, la police du futur, en fait, ça n'existe pas, parce que le futur, c'est ce que on produit, c'est ce qu'on construit ensemble, mais aussi face à ce qui nous résiste. Et en fait, c'est un peu l'histoire comme un champ de bataille où s'affrontent des forces de domination, des forces de résistance, et du coup, ce qui advient par la suite, c'est le produit de toutes ces forces. Et donc, en fait, du coup, ça existe aussi la police du futur, mais c'est un objet de communication, c'est une sorte c'est un concept publicitaire, c'est une marchandise, c'est l'idée qu'il y a pour toutes les entreprises et les structures capitalistes qui vivent autour du contrôle, de la surveillance, de la répression, d'essayer de faire valoir leur nouvelle marchandise, aussi d'attirer des investissements, et puis d'essayer de faire désirer aussi le développement et la distribution de nouvelles marchandises sécuritaires. Et donc ça répond à différentes dynamiques, des dynamiques que j'ai plutôt développées dans un autre livre qui s'appelle La guerre globale contre les peuples. Et qui sont des dynamiques intensives, c'est-à-dire qui cherchent à multiplier, accélérer la possibilité de la vente de ces marchandises, et d'accumuler du capital. Des dynamiques proactives qui sont celles qui consistent à essayer de favoriser l'extension d'une institution, par exemple, la prison, fabriquant une impossibilité de se réinsérer dans la société autrement que par encore de nouveaux illégalismes. La prison développe les conditions de son extension en permanence. Et donc c'est un peu pareil pour toute une série d'armes et de technologies policières qui, en fait, en provoquant des mutilations, des humiliations, des mises à mort, etc., provoquent aussi, suscitent des révoltes et qui vont justifier d'acquérir et d'acheter, de vendre encore plus d'armes et de technologies de ce type-là. C'est aussi des dynamiques supplétives, c'est-à-dire qui consistent à faire sous-traiter le contrôle, la surveillance, la répression. Selon vous, quelles sont les implications éthiques et sociales de l'utilisation croissante de robots autonomes de reconnaissance génomique et d'officiers connectés dans le maintien de l'ordre?
par rapport aux implications éthiques et sociales de l'utilisation croissante de robots autonomes, de reconnaissance génomique et d'officiers connectés, en fait, c'est globalement les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre avec l'intelligence artificielle et avec le pouvoir algorithmique, qui consistent en une intensification, une accélération et une automatisation des rapports de domination qui existent déjà, comme on se l'est dit. Et ça implique donc notamment un renforcement aussi des antagonismes, des conflits, de la structure même du champ de bataille social et historique, c'est-à-dire que ça développe encore plus de conflictualité. Et ça veut dire encore plus de domination, d'humiliation, de surveillance, de contrôle, de répression sur les corps des classes populaires et en particulier des strates non blanches des classes populaires. Ça implique aussi d'autres choses, c'est-à-dire que même si ça arrive rarement dans l'histoire, il y a aussi des fois du côté des institutions policières, militaires, des agents qui décident de désobéir. Ça arrive des fois que l'armée lève la crosse quand on l'envoie tirer sur le peuple. C'est pas tous les jours, hein. Et alors ça arrive encore moins chez des policiers, mais de temps en temps il y a quelques policiers qui décident de dénoncer les violences racistes, etc. Et là la robotisation, l'automatisation met un point final à cette possibilité de rupture et de désobéissance. Bon, après ce qu'il faut voir, c'est que dans la réalité, en fait, les technologies avancent toujours de manière conjuguée avec les facteurs humains. C'est-à-dire que là, même à l'avancée de l'intelligence artificielle ou de la robotisation se fait en collaboration constante avec des humains. Et du coup, que ce soit dans la robotique ou dans la sociologie, il y a toujours dans toute mécanique des interstices, des endroits où ça dysfonctionne, et puis des espaces sur lesquels on peut mettre des grains de sable pour faire dysfonctionner. Alors, concernant la collaboration du public et du privé, bon, en fait, c'est quelque chose qui structure toute l'histoire du capitalisme et de l'État-nation. C'est-à-dire que l'État qui préexiste au capitalisme, en fait, se reconfigure au contact du capitalisme racial et patriarcal. Et donc, l'État-nation a toujours, depuis le 15e, 16e siècle, accompagné le développement d'industries militaires, de contrôle, de surveillance, de répression, d'enfermement, de frontières, etc. Les grandes industries, le complexe militaro-industriel a toujours été appuyé sur l'État, et il y a en fait à toutes les époques une sorte de collaboration systémique entre une dynamique étatique qui consiste à contrôler la population, contrôler les classes populaires dans l'idée de maintenir l'ordre social, c'est-à-dire d'empêcher le renversement d'une société pyramidale par les exploités, par les opprimés, et de l'autre côté une dynamique qui est du côté du capitalisme racial et patriarcal, qui est d'accumuler des profits évidemment, mais là aussi en fait de réussir à le faire tout en profitant, tout en reproduisant les grandes hiérarchies sociales que sont le patriarcat ou la suprématie blanche, et le système d'exploitation. Ce qui se passe, c'est que dans l'ère sécuritaire contemporaine, il semble qu'il y ait dans les domaines militaro-policiers une sorte quasi de fusion entre l'État et le capital, avec des dynamiques très claires de coproduction. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux, des secteurs entiers de l'État auxquels participent les grandes industries de défense et de sécurité pour décider ensemble des budgets, délimiter les nouveaux secteurs de recherche, de développement, d'acquisition de matériel, etc. L'État met à disposition pour beaucoup d'entreprises la possibilité d'être en contact permanent avec certaines unités spéciales comme le RAID, le GIGN, pour tester les matériels, pour les mettre en expérimentation dans des situations réelles lors de la répression des révoltes pour Naël par exemple, toutes sortes